Joker, l'homme qui cessa de rire, pardon, édité par Urban Comics qui vient tout juste de sortir. C'était une bonne lecture. Tout n'était pas bon, mais globalement, c'était une bonne lecture. Les dessins étaient quand même assez incroyables. Carmine Di Giandomenico, j'espère que je n'écorche pas son nom, a fait vraiment du bon taf du début à la fin, que cela soit sur le personnage du Joker, mais également sur les autres personnages. Donc c'était vraiment, vraiment impressionnant. Après, au niveau du récit en lui-même, c'était un peu plus. Il y avait des hauts et des bas. En fait, le principe de base ressemble un peu à trois jokers, c'est-à-dire qu'on a encore ce principe de ah, mais vous avez vu, en fait, il n'y a pas qu'un joker. Ici, en l'occurrence, donc, il n'y en a pas trois, mais il n'y en a pas un non plus, puisqu'il y en a deux. Et donc, par rapport à ça, par rapport à ce récit, l'idée est de savoir qui est le véritable. Bah, déjà, est-ce qu'il y a un véritable joker? Si oui, qui est le véritable joker? Comment est apparu l'autre? Euh, voilà, c'est un peu ça le centre de l'histoire, en plus du fait que le clown prince du crime revient à Gotham, et donc il doit essayer de se refaire sa petite place au sein de la communauté de super-vilains qui, bien évidemment, n'a pas attendu son retour pour prendre le contrôle de la ville. Une lecture que je vous conseille, franchement, c'était très agréable. Par contre, c'est vrai que la fin, elle est un peu plus discutable. Euh, Bah, je suis resté un peu sur ma faim, justement. Sans mauvais jeu de mots. C'était assez vite expédié, ça manquait peut-être un peu aussi de clarté. Oh là, ouais, il y a du boulot chez Matt. Il a plein de livres aussi. Ouais, ouais, j'ai vu ça et en plus je vois qu'il y a pas mal de formats, de petits formats et c'est vrai que c'est peut-être, l'un des succès les plus, alors retentissants, je sais pas, mais les plus importants, au moins en France. Je sais que ça a pas mal et même aux US, hein, d'ailleurs, hein, tu les éditeurs. Alors moi je suis plus d'ici donc je vais pas trop parler pour Marvel, mais je sais que ouais, l'initiative, alors Nomad pour Urban et même chez DC qui font des petits formats, c'est en plus ouais, ils le marketent bien comme il faut, donc j'ai l'impression que ça fonctionne bien, ça fait plaisir, Ouais, donc ouais, ça marche bien, ça marche bien. c'est cool. Alors j'ai même pas fait exprès, que ce soit du Tom King, c'est juste que voilà, je m'étais réglé sur moi, il faut que je lise un truc cette semaine et c'est tombé là-dessus. C'est du Tom King, bon c'était dans mon étagère, c'est parmi les peu de livres que j'ai amenés, quand j'ai déménagé, donc j'ai vraiment pas fait exprès de parler Tom King, mais bon. Hem, Gotham City année 1, ça raconte, un peu comme son nom l'indique, un peu les origines de Gotham telle qu'on la connaît. Et pour en fait le parti pris que ça veut faire, ça c'est très film noir avec un détective privé, voilà, qui est le personnage principal du récit. Tout le monde fume, il y a beaucoup de jeux de contraste au niveau du dessin. Enfin voilà, c'est très, il y a un côté un peu expressionniste. Enfin voilà, c'est clairement un rappel au film de l'époque. Ouais, voilà, qui était très sombre, il pleut tout le temps, c'est en mode cette ville est tellement horrible. Enfin voilà, très cliché, mais c'est clairement ce que le livre, voilà, ça surfe clairement là-dessus. Rien qu'à voir la cover du bouquin, voilà, c'est clairement, voilà, il y a la femme fatale, le détective qui boit de l'alcool, il y a des flingues partout, il y a des gants avec des longs manteaux. Enfin voilà, c'est très très dans le cliché, mais je trouve que c'est très très bien. Ça sert beaucoup en plus, enfin voilà, c'est l'ambiance qu'on veut donner au bouquin. Ça fonctionne très bien. Il y a la partie graphique est très très cool. Alors on n'est pas sur un truc ultra détaillé à la Gary Frank ou quoi que ce soit, mais on est beaucoup plus dans quelque chose de stylisé. Ouais, voilà, on joue beaucoup sur les ombres, sur les aplats de couleurs. Là notamment à gauche, c'est une case où en gros c'est un couple qui s'embrasse. Alors je sais pas si ça se voit beaucoup. Alors une espèce de site de construction avec un cadavre. Alors je sais pas si ça se voit très très bien à l'image, mais voilà, et donc voilà, ça joue beaucoup voilà sur les aplats de couleurs très très sombres et très très clairs. Voilà, donc on voit leur silhouette aussi sur un peu une espèce de montagne avec le cadavre en tout. Enfin voilà, il y a des idées de composition, de dessin très très cool. Et puis à droite, voilà, c'est un peu comme je l'ai dit juste avant, on est dans l'esprit, ouais,
film de détective, il pleut, tout le monde a des chapeaux, on découvre un cadavre dans un endroit qui est pas censé être là. Enfin voilà, comme j'ai dit, dans la forme en tout cas, c'est très cliché, et même dans le récit, hein, voilà, c'est une enquête, mais bah, déjà le fait que ce soit dans l'univers de Batman, de Gotham, c'est un petit twist un peu sympa et d'ailleurs c'est un peu, la série, Pingouin dont on va parler juste après, il y a un peu la même chose où c'est un peu, une formule qu'on a pu voir déjà ailleurs, mais à la sauce, Gotham, à la sauce Batman et ça fonctionne très, très bien. Ouais, voilà, il y a un côté très cinématographique exactement Matt dans l'image et c'est voulu, hein, voilà, toujours dans l'hommage, aux films de détectives privés et cetera. Hem, L'histoire en elle-même, plutôt pas mal, enfin elle est p en c'est, 6 numéros donc c'est pas très, très long. Il y a des rebondissements, toujours un peu dans la veine, voilà, de ces films-là. Voilà, donc si vous cherchez un peu, un récit, alors Batman non, parce que alors, heu, le le récit est raconté, par quelqu'un, dans l'histoire qui le raconte à quelqu'un d'autre. Donc ce qui fait qu'on peut se permettre de temps en temps de switcher vers la personne qui raconte et du coup il y a des éléments un peu plus connus de la mythologie Batman. Mais si vous voulez un récit qui est, très terre à terre, là il y a voilà, non, il y a pas d'éléments fantastiques dans le bouquin, c'est juste voilà une enquête, un détective. Bon, il y a la famille Wayne qui est impliquée évidemment. Mais, voilà, c'est un peu même alors je dirais pas que c'est forcément Et le qui même est niveau détestable qu'un. d'ailleurs. Oui, exactement, mais, c'est pas forcément, le côté en mode: «Ah en fait Thomas Wayne c'était un gros connard depuis le début». C'est un peu plus éloigné de ça et du coup ça me plaît un peu plus parce que c'est vrai que la tendance à faire Thomas Wayne, un criminel ou enfin criminel, en tout cas quelqu'un de un peu plus gris, ça peut être pas mal, mais attention à la surdose et là on évite ça selon moi. Un récit très, très terre à terre. Alors oui voilà, je dis c'est pas au niveau d'un alors je sais plus si c'est non, je sais plus si ça s'appelle Gotham Central, la série de Brubaker Si, si, c'est ça. sur, Et je l'avais en tête c'est voilà. pour répondre à Matt. Sin City, oui, on s'en approche, mais ça fait quand même plus, comme le dit Martin, Gotham Central. Je vais pas forcément dire que c'est alors seul le temps nous dira si, on se souviendra de ce récit comme le Gotham Central de Brubaker. Mais en tout cas, c'est un peu dans le même esprit, il y a un peu la même volonté, voilà et puis bon, moi j'ai trouvé ça plutôt mal et plutôt pas plutôt bien pardon, et puis voilà, c'est pas très, très long, voilà, je conseille et pour le coup, je pense que les travers de Tom King habituels ressortent pas trop, ici, peut-être parce qu'il s'est cantonné à un certain hommage, donc bon, pour le coup, je pense que même ceux qui sont un peu moins fans de Tom King par habitude, je pense que ses défauts ressortent moins que d'habitude. Voilà. Et les qualités sont quand même plutôt là, donc je recommande même pour les fans, les non fans de Tom King. Voilà. Encore un titre Urban Blast. J'ai bien aimé. Bon, déjà, sans surprise, c'est un titre vraiment typique de la collection Urban Blast. Donc, on est vraiment dans un livre qui a les adolescents, les jeunes adultes en ligne de mire, c'est plutôt évident. Donc, par rapport à ça, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que il y a une ambiance quand même assez horrifique avec des scènes gore, des scènes un peu violentes. Mais à côté de ça, on a aussi un côté un peu spaghetti pour les rendre un peu plus accessibles. Au niveau du récit, on va suivre le personnage de Christopher Chaos, donc un adolescent qui a pour aptitude principale de faire une revisite de Frankenstein. Je vois que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il le dit lui-même, il a des idées qui arrivent dans sa tête, il ne sait pas trop comment, mais il sait qu'il doit les mettre en place. Et une de ces idées va lui permettre notamment de ramener à la vie un pigeon, donc, qui est son ami, là, qui est sur son épaule, comme vous le voyez, au niveau de la cover. Et il va très vite se rapprocher d'autres personnages qui sont chacun d'entre eux des revisites, eux aussi, de créatures de la nuit. On va avoir donc un vampire, qui va ressembler plus à Dracula. Il me semble qu'il y a aussi un loup-garou, des trucs comme ça. Donc vous avez du coup ici la présence de tous les monstres les plus connus de l'histoire du cinéma, parce que c'est quand même le cinéma qui les a rendus populaires, disons, même si ils ne sont pas apparus pour la première fois dans le cinéma. Et ils vont avoir comme ennemis une sorte de secte religieuse
qui ne cherche pas à réfléchir, qui part du principe que les créatures sont des créatures de la nuit, donc il faut les exterminer. Et donc voilà, tu as une inversion des rôles avec les créatures de la nuit qui sont un peu comme les X-Men, qui sont pourchassés et qui doivent être éliminés. Et la religion avec un côté tolérance zéro qui essaie donc de les massacrer. Ici, et de nouveau, j'ai envie de dire comme dans les X-Men, on met vraiment l'identité au cœur du, euh, du récit. C'est-à-dire que, bah, comme vous pouvez le voir, rien que sur la cover de nouveau, on a un adolescent, là c'est pas forcément flagrant, mais qui est assez introverti, mais qui d'un côté a les cheveux bleus. C'est un adolescent qui est quand même, disons, très dans l'air du temps, sans que ce soit trop poussé, sans que ce soit exagéré. Et du coup, c'est un titre qui, je pense, de par ce côté-là, va trouver son public, va être assez accessible pour pas mal de jeunes. Donc voilà, je sais pas si ça va forcément plaire à tous les adultes. En tout cas, c'est pas parce qu'il y a des créatures de films d'horreur que les fans de films d'horreur doivent se jeter dessus. Ce n'est absolument pas le but du livre, mais franchement, ça reste très sympa. C'est une bonne lecture. Moi, personnellement, j'ai pris plaisir. Bon, je vois que c'est Tinian de Force qui est dessus. Bon, en général, il a fait du plutôt bon taf. Donc... Alors, ils ont exagéré, hein, si je me souviens bien, l'idée est de lui. Ah, Mais c'est peut-être d'accord. Brombal qui est au scénar. Si je me souviens bien. Vas-y, image suivante. Ok, ok. Non, mais ouais, mais oui, série Matt, c'est vrai que ouais, la série Gotham Central par, je crois que c'était Bear Reeves qui devait être dessus. Ouais, ça aurait été pas mal, ouais. C'est dommage, mais Ouais, c'est bon. ça, c'est sur une idée de James Tynion en 4. Alors là, attention les yeux. Il faut que je parle de Darwin's Game. Et là, je suis un peu en stress. Pourquoi? Parce que c'est un manga que j'adore. Donc, il faut bien que je choisisse mes mots pour essayer de vous le vendre le mieux possible. Au niveau du principe de base, il y a un petit air de déjà vu. On a l'impression que c'est un manga ou même une BD comme on en a déjà vu tant d'autres, puisqu'il s'agit d'un jeu plus ou moins violent avec un côté Battle Royale, puisque on a l'impression que tout est basé sur une sorte de tuerie, quoi, disons. Mais encore une fois, c'est vraiment juste le début. Après, ça part quand même bien plus loin que ça. Donc au niveau de l'histoire, c'est Kaname qui se fait piéger en fait et qui va rejoindre un jeu qui s'appelle le Darwin's Game. Et dès lors qu'il va rejoindre ce jeu, en fait, qui est une application, il va avoir un pouvoir qui s'appelle le sigil. Enfin moi je dis sigil, mais c'est peut-être sigil. Et son sigil, en l'occurrence, va lui permettre de créer des objets pas trop compliqués dont il peut appréhender plus ou moins la compréhension, donc le fonctionnement. Donc il peut te faire par exemple un revolver ou à la limite une grenade éblouissante. Par contre, il ne peut pas non plus te sortir un téléphone portable ou un temps. Et ça va être ça, son pouvoir, qu'il va essayer d'appréhender, de maîtriser le mieux possible pour devenir de plus en plus puissant. Une fois que le jeu est lancé, en fait, il s'agit encore une fois, comme je vous l'ai dit, d'un jeu de survie. Donc il va devoir affronter d'autres joueurs qui eux-mêmes ont développé leur propre pouvoir et il va devoir essayer de tirer son épingle du jeu comme ça. Ça, c'est vraiment les premiers tomes où on vous présente les jeux. Bonne humour, moi, je t'aime très fort. Quand tu seras au dodo, ma chérie, je te ferai des câlins dans le lit, d'accord? Je t'aime fort, ma puce. Mais après, il y a des événements. Pardon, pour la petite pause. Mais après, il y a des événements qui sont mis en place de grande ampleur avec beaucoup de joueurs et un but vraiment, un objectif à atteindre pour essayer de remporter cet événement. Et ce qui est intéressant, c'est que Kaname, étant donné qu'il ne voulait pas vraiment rejoindre le jeu, il va vite se mettre en tête, non pas de se faire du pognon dans le jeu comme beaucoup d'autres personnes le font, mais essayer de gravir les échelons, de monter dans la hiérarchie de ce jeu pour se rapprocher du maître du jeu et l'obliger d'une manière ou d'une autre à se révéler et arrêter le jeu en fait, qui pour lui est une aberration. Donc il veut du coup monter, éliminer d'autres joueurs entre guillemets malgré lui pour se faire une place au sein de cette communauté de joueurs pour arrêter justement le jeu. Pour ça, il va mettre en place une guilde avec des personnages qu'il aura reconnus de par leur bon fond, puisque c'est un personnage qui a un très bon fond, et de par leurs différentes capacités bien sûr, même si le principal reste mine de rien le bon fond. On comprend bien au début qu'il y a des personnages
dont les pouvoirs ne paient pas forcément de mine, mais il sait qu'il peut leur faire confiance, et donc du coup, ils ont quand même leur place, largement, au sein de sa guilde. Et pour vous donner un petit exemple, la première chose qu'il va faire lorsqu'il va avoir sa guilde, c'est récupérer le quartier de Shibuya et là, d'y interdire les duels. Donc on ne peut plus se battre, ce qui vous montre encore une fois cette volonté de, d'une manière ou d'une autre, d'arrêter le jeu. Ce qui est intéressant, c'est que plus on avance, plus on en découvre sur l'univers. Et là, par exemple, là où j'en suis, donc c'est-à-dire au tome 18, sans trop vous en dire, on se rend vite compte que le maître du jeu lui-même est aussi un peu coincé, visiblement. Il ne fait pas non plus tout ce qu'il veut. Et c'est un peu cette direction qu'on prend. Il n'est pas là pour faire souffrir les joueurs, mais plus pour les tester. Donc encore une fois, on va pas trop en dire. Mais sur ce point, on se rapproche pas mal de ce qui a été mis en place dans Gantz, pour être honnête. Ce qui me va très bien. Donc ouais, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont chouettes, les personnages sont super cool, super attachants. Les pouvoirs sont quand même vachement originaux, je trouve. Euh, c'est vraiment chouette. Notamment, là, vous voyez sur la cover en haut, avec celui qui a un casque et qui a un squelette, et qui a une grosse mitraillette. Comme ça, il peut faire super peur, mais en fait, son pouvoir, c'est juste qu'il a une sorte de détecteur de mensonges intégré. Donc, c'est-à-dire que s'il pose une question et que la personne ment, il le saura. Un peu comme le chat aussi dans Saga, tout simplement. Mais ça, du coup, ce n'est pas en lien avec son apparence qui fait un peu flippante quand même mine de rien. Et ça, c'est vraiment chouette. Et mon petit coup de cœur, c'est la demoiselle avec les deux tresses. Elle est géniale et cinglée en même temps. Je l'adore. C'est un des personnages qui apparaît le plus rapidement. Elle est cool. Hop, vous avez cru que je cesserais de parler de Game of Thrones? Jamais. J'arrêterai quand je serai mort, tout simplement. Euh, En plus, je vais pouvoir tricher en parlant de plusieurs choses à la fois parce que je suis un petit malin. Euh, Moi, je vais vous parler des Chroniques du Chevalier Errant. Alors, on n'est pas dans la saga principale du Trône de Fer. On n'est pas sur Feuilleton, dont House of the Dragon est une adaptation d'une partie de Feuilleton. Là, on est encore sur autre chose. Les Chroniques du Chevalier Errant, ce sont... dans ce bouquin-là, dans cette forme-là, c'est le recueil de 3 nouvelles qui en français s'appelle Le Chevalier Errant, L'Épée Lige et l'œuf de dragon, qui sont les aventures de Sir Duncan le Grand, ou Duncan de Tall en VO, qui est un cheval. Ouais, ça marche, pas de souci. Donc voilà, les histoires de Sir Duncan, accompagné. Alors au début, il est tout seul, mais voilà, dès la première histoire, il est rejoint par un écuyer qui s'appelle Huff. Je n'en dis pas plus, on va pas spoiler. Mais voilà, ce sont trois nouvelles qui se passent quasiment un siècle avant les événements de la saga principale. Et si, pour moi, ce bouquin est, je pense que c'est peut-être même l'une des meilleures additions de la saga de manière générale, hein, toute histoire confondue, saga principale ou pas. Alors déjà, ça se lit assez vite, ce qui est déjà bien, donc c'est une bonne porte d'entrée. Alors je dirais une bonne porte d'entrée. Oui et non, parce que c'est vrai que c'est mieux de connaître déjà l'univers pour comprendre comment ça fonctionne. Des fois, quand on a certains noms qui sont évoqués, on peut se dire ah, du coup, on comprend un peu les histoires de pourquoi, comment. Mais en attendant, ça reste quand même une bonne histoire, enfin un bon moyen d'arriver dans cet univers-là, parce que bah, c'est assez court. Et pour ceux qui aiment peut-être les récits un peu plus légers, un peu moins sombres, alors bon, c'est quand même de la violence, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus léger. euh, et même, je dirais, plus digeste dans la manière d'écrire, je dirais. Les personnages principaux sont un peu plus. C'est aussi un temps qui est beaucoup plus paisible, pardon, dans Westeros, donc ça aide, voilà. Mais les personnages sont aussi beaucoup plus heureux globalement. Il n'y a pas vraiment de tragédie, de grosse tragédie personnelle pour nos héros. C'est plus, voilà, Duncan arrive dans un contexte, il se passe tel truc, problématique, résolution, etc. Et c'est quand même un bon moyen de voir différents aspects de l'univers. Voilà, de manière, on peut.
Il y a un coup, ça se passe un peu plus dans le sud, un coup un peu plus dans le nord. On peut changer de roi, enfin le précédent roi meurt entre 2 histoires, du coup on change de roi et du coup ça se voilà, donc ça permet de voir pas mal de choses différentes, en plus petite dose et ça permet un peu d'aborder pas mal de thématiques différentes. Donc voilà, c'est plus léger, c'est plus sympa, c'est une bonne introduction. Mais il y a pas que le bouquin. Et voilà, donc là j'ai mis, donc l'image de gauche, ça vient de la version, comics en fait tout simplement. Parce que ces 3 histoires-là ont été aussi adaptées en comics. Alors les dessins sont par Mike S. Miller et je crois que le texte a été adapté, par qui ça a été adapté? J'ai un trou, c'est pas très grave. Mais bon, ça reste quand même basé sur les écrits de Martin. Enfin voilà, c'est vraiment l'adaptation comics des nouvelles. Donc là, pour le coup, si vous cherchez vraiment une version encore plus facile d'accès, parce que voilà, on a aussi une introduction visuelle à l'univers, ce qui peut permettre d'être mieux accroché. Heu, voilà, il y a aussi cette possibilité-là de passer par les comics directement. Et là, pour le coup, en termes de durée, ça va beaucoup plus vite pour lire. Donc là, pour le coup, si vous cherchez vraiment le moyen le plus rapide, c'est ça. Et puis après, pour le coup, enfin, au-delà de la manière dont c'est lu, les histoires en elles-mêmes sont très, très cool. Ah voilà, c'est George R. R. Martin, il n'a pas eu autant de succès pour rien. Les personnages sont cool, les histoires sont sympas, il y a quelques rebondissements, le lore est bien expliqué et développé, enfin tout a du sens. Voilà. Et puis voilà, Jimmy, voilà. Donc il y a des combats, mais pas que. Voilà, là où dans la saga principale et même Feu et Sang, c'est beaucoup des chroniques et des récits de guerre, d'affrontements, de trahison. Là, on est sur, voilà, comme j'ai dit avant, on est sur une période plus tranquille, plus paisible. Alors, il y a eu quand même notamment une guerre civile peu de temps avant les événements des nouvelles. Mais le royaume est globalement en paix, le temps et la reconstruction. Les Targaryens sont pas encore devenus complètement tous tarés. Donc bon, ça permet d'être un peu sur une autre facette qui fait quand même un peu du bien, quoi. Donc voilà, c'est un peu plus sympa, c'est léger. Et si j'en parle, c'est aussi parce que l'année prochaine, il y a la série adaptée de ces nouvelles-là qui va sortir. Donc, A Night of the Seven Kingdoms, c'est le nom Ah bah, de la évidemment qu'ils série de vont nouvelles. l'adopter. Évidemment, parce que HBO adore l'argent. Après, c'est aussi des bonnes histoires, donc tant mieux. Moi, ça me fait plaisir qu'ils l'adaptent parce que voilà, c'est des histoires très très cool. Donc voilà, A Night of the Seven Kingdoms, le nom VO pour cette nouvelle-là. Et puis rien qu'avec alors l'image de gauche, pardon, c'est donc Mike S. Miller qui est donc le dessinateur des nouvelles versions comics et qui est un peu une représentation, on va dire, je dirais pas forcément canonique, mais c'est quasiment ce qui s'en approche le plus. Et donc rien qu'avec les premiers visuels qu'on voit de l'acteur, le costume a l'air plus ou moins d'être le même, donc au moins visuellement ça a l'air d'être assez fidèle. En plus la série sera en 6 épisodes. Bon, vu que c'est une nouvelle, c'est normal que la série parce que du coup la première saison adapte la première nouvelle, et j'imagine que les saisons 2 et 3 adapteront la seconde et troisième nouvelle. Ah, c'est ce que Et j'avais demandé, peut-être ça d'autres, veut hein, pas dire qu'ils si... vont s'arrêter à une saison quand même, c'est ça? Non, pour le moment, ils ont 3 histoires à adapter avec ces nouvelles-là. Si Martin décide de se bouger le cul un peu et d'écrire, je t'en supplie, Martin, écris. Bon, en plus, je dis ça un peu sur le ton de la rigolade, parce qu'en plus, des fois, il partage un peu ses billets d'humeur sur son blog, et ça n'a pas toujours été facile ces derniers temps pour lui, donc voilà, je vais pas m'acharner. Voilà, prends ton temps, frérot, mais Mais ça serait bien qu'il écrive quand même, c'est écris ça? quand même, s'il te plaît. Exactement, mais voilà, il vaut mieux qu'il le fasse comme il a envie pour que ce soit bien, voilà, bref. Donc bon, voilà. Le livre, le comics ou la série l'année prochaine. Surtout qu'en plus la troisième saison de House of Dragon c'est pour 2026, donc voilà, ça permettra d'avoir une passerelle et d'attendre, voilà, de combler un peu l'impatience. Voilà. Je conseille. Moi j'aime beaucoup. On enchaîne avec, enfin j'enchaîne plutôt avec Laurel et Hardy. Euh, donc bah, vous l'aurez compris la semaine dernière, puisque j'avais déjà parlé du biopic Laurel et Hardy. Ce sont deux monstres du cinéma que je vénère. Et bah, le hasard a fait que je suis tombé sur ce bouquin, je crois, 3-4 jours après. Il est génial. Il est vraiment incroyable. J'en ai fait la critique sur un DCU, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit un tel pavé sur un bouquin. J'ai pas pu m'arrêter. Alors déjà, au niveau des dessins, c'est vraiment
incroyable. On reconnaît Laurel et Hardy sans aucun problème, et ce, à travers le temps. Donc Laurel et Hardy jeunes, mais également Stan Laurel un peu plus vieux, comme vous pouvez le voir ici en bas à gauche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est... Bon, déjà, on revoit aussi tout ce qui est posture, mimique, expression du visage. On les reconnaît sans aucun problème. Et le dernier point qui est vraiment à souligner, c'est que l'auteur, enfin là pour le coup, le dessinateur, il fait les deux, mais donc, le côté dessinateur de l'auteur, il s'est vraiment cassé la tête. Franchement, il s'est cassé la tête au niveau de la mise en scène. Il y a vraiment de très 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 bonnes choses. Donc à gauche, par exemple, comme vous pouvez voir, il est en train de tomber d'une case à l'autre, et c'est juste au moment où Stan Laurel dit qu'il adorait dans les films jouer avec l'absurde. Donc du coup, ça colle vraiment du feu de Dieu, c'est vraiment chouette. Un peu plus tard, il raconte quand sa vie était un peu moins joyeuse, il parle de sa part d'ombre, et notamment vraiment quand il est tombé au troisième sous-sol et qu'il était plus que l'ombre de lui-même, bah là le dessinateur, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va continuer de dessiner Stan, mais il va l'assombrir, il sera tout noir, on va plus que voir son ombre. Et ça, il va le faire vraiment à 4 ou 5 reprises, et c'est franchement chouette, c'est très 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 bien foutu. Donc, on peut penser aussi au film Livreur, sachez livrer, où ils doivent livrer un piano. Bah là, pareil, hein, au niveau de la mise en scène, les cases vont faire qu'on a l'impression qu'ils sont sur les touches d'un piano. C'est vraiment génial. Franchement, en termes d'inventivité, le mec s'est vraiment creusé la tête. Et du coup, je pense pas que pour apprécier ce livre, il faut forcément être amoureux de Laurel et Hardy. Bon, si vous les détestez, il ne faut pas être idiot non plus. Si vous les détestez, il ne faut pas le prendre. Mais si vous aimez Laurel et Hardy, mais aussi si vous aimez tout simplement le cinéma, si vous aimez tout simplement les personnages attachants, si vous aimez étudier les différentes pattes graphiques des dessinateurs, ici il y a vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Euh, ouais, franchement, ce titre peut plaire à beaucoup de monde. Personnellement, je l'ai beaucoup apprécié. Sur pas mal de points, il ressemble un peu au niveau de l'approche, tout en étant différent quand même, aux guerres de Lucas. Donc, Ouais. ouais, c'était franchement chouette. Et, tout comme les guerres de Lucas, justement, il y a vraiment un côté Bible, quoi. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'anecdotes à se mettre sous la dent. Et c'est marrant que tu mentionnes les guerres de Lucas parce que du coup j'allais rebondir en mode même si on n'est pas fan de Laurel et Hardy, on peut lire ça et j'allais dire je sais que t'es pas le plus grand, enfin je sais que t'aimes Star Wars mais pas genre t'es pas le plus grand fan et mais pourtant t'avais apprécié les guerres de Lucas donc je me suis dit ça devait être dans le même esprit donc on est sur la même longueur Exactement. d'onde à ce que je vois. C'est exactement ça, parce que tu touches aussi à l'être humain et à l'industrie du cinéma, au sens large. Et ça, dès lors que tu regardes des films où tu t'intéresses un peu à l'envers du décor, ça peut que te plaire. Il y a tellement de choses à apprendre.